Salut Homo sapiens. Bienvenue dans ce 4e épisode de ma série Qu'est-ce que la science? Si tu as survécu aux épisodes précédents, sache que tu n'as pas fait le chemin pour rien, car aujourd'hui, nous allons enfin parler directement de la science. Dans ce long épisode, on va examiner ce qu'est une science fondamentale et ce qu'elle n'est pas. Et pour ce faire, nous utiliserons bien sûr le cadre conceptuel du champ épistémique que je t'ai présenté dans l'épisode précédent. Laisse-moi au préalable te rappeler un point, t'en préciser un autre et en corriger un troisième. Premièrement, je te rappelle que cette série présente une certaine vision de la science qui s'inspire en grande partie des travaux du philosophe, physicien et sociologue argento-canadien Mario Bunge et aussi de ma propre pratique et réflexion. Je la crois assez fidèle, mais comme je te l'ai déjà dit dans l'épisode introductif, s'il existe un consensus raisonnable sur beaucoup d'aspects de la nature de la science, d'autres aspects sont toujours débattus aujourd'hui, tels que l'unicité de la méthode scientifique, voire l'unicité de la science, la nature du socle philosophique de la science, le degré de scientificité de certaines disciplines, etc. La vision que je te présente ici prend parti sur ces questions et garde à l'esprit que si tu adhères à cette vision, ou si tu la refuses, tu prends parti toi aussi, et qu'il n'y a rien de mal à prendre parti sur ces sujets. Deuxièmement, j'ai abordé la question de la croyance dans le dernier épisode, et je continuerai de le faire à d'autres moments, car il est nécessaire d'examiner la croyance pour caractériser la science. Cependant, la croyance n'est pas le sujet de cette série, et si tu cherches une présentation approfondie de la croyance, ce n'est pas ici que tu la trouveras. Je n'ai fait qu'effleurer le sujet sur les points dont j'avais besoin, et il y a beaucoup d'autres choses à dire à propos de la croyance que je n'aborderai pas du tout. On peut citer par exemple les travaux en psychologie de la croyance, l'histoire des croyances, notamment l'histoire des religions, l'anthropologie des croyances, et notamment l'anthropologie des religions, et d'autres encore. Troisièmement, j'ai oublié de t'indiquer une caractéristique de la communauté d'un champ épistémique. Comme un champ épistémique produit des connaissances spécialisées, et je te renvoie à l'épisode 1 pour savoir ce qu'est une connaissance spécialisée, les membres de la communauté doivent obligatoirement avoir reçu une formation spécialisée. Cela vaut pour tout champ épistémique, et donc ça vaut aussi pour les champs de recherche, mais aussi pour les champs de croyance, bien qu'à un degré moindre, car, comme nous l'avons vu, le coût cognitif de la croyance est inférieur à celui de l'enquête. Pour commencer cet épisode, on va examiner les différentes tentatives classiques de caractérisation de la science. Beaucoup de philosophes des sciences ont pensé qu'un ou deux traits pouvaient suffire à caractériser la science fondamentale factuelle. Apparemment, certains le pensent encore. Voici ces tentatives. Premièrement, certains pensent que le consensus est la caractéristique principale de la science, c'est-à-dire qu'à l'inverse de la religion, de l'idéologie et de la pseudoscience, la science serait hermétique à la controverse, ou du moins viserait à construire le consensus le plus large possible. Cette vision naïve est trop belle pour être vraie, car d'une part, chaque champ actif de recherche fondamentale contient des controverses, et d'autre part, parce que le consensus est au mieux un indicateur incertain de la vérité. Il n'est en aucun cas un objectif de la recherche scientifique. En revanche, la science dispose de mécanismes très efficaces pour régler les controverses sur le long terme. Le consensus est donc un sous-produit de l'activité scientifique, et il est tout à fait insuffisant pour la caractériser. Deuxièmement, la doctrine empirique soutient que, contrairement aux autres types de recherche, la recherche scientifique n'accepte que des données empiriques et des énoncés synthétiques inférés à partir de ces données. Et donc que la recherche scientifique refuse toute spéculation. Bien qu'elle soit encore populaire, cette opinion a été réfutée il y a longtemps par l'apparition de la physique théorique, de la chimie théorique, de la biologie théorique et d'autres domaines qui regorgent de concepts à propos d'entités ou de propriétés non observables. Si les données empiriques et l'inférence inductive font bien partie de la recherche scientifique, elles sont elles aussi insuffisantes pour la caractériser. Troisièmement, la vision pragmatique affirme que ce qui caractérise la science, c'est son succès pratique. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai moi-même affirmé dans l'épisode introductif de cette série. Mais si la science est indiscutablement une entreprise qui réussit, son succès pratique est lui aussi un sous-produit du fonctionnement de la recherche scientifique et en aucun cas son objectif. Cette vision pragmatique ignore des pans essentiels de la recherche scientifique, et au premier chef, son but ultime, qui est simplement la recherche de la vérité. Quatrièmement,
La doctrine formaliste soutient qu'un ensemble de connaissances n'est scientifique que lorsqu'il a été complètement mathématisé. Ce critère est lui aussi déficient, d'une part parce qu'il est trop large, car il existe des connaissances formulées sous forme mathématique qui ne sont pas scientifiques, et d'autre part parce qu'il est aussi trop étroit, car il exclut la science expérimentale, ainsi que les sciences jeunes, qui sont peu ou pas mathématisées. Mais s'il est déficient, ce critère a néanmoins son importance. En effet, aucune science ne peut progresser au-delà d'un certain point sans s'appuyer sur les mathématiques et sur la logique. Cinquièmement, les tenants du réfutationnisme, au premier rang desquels Karl Popper, soutiennent que la réfutabilité est la marque de fabrique de la science, c'est-à-dire que seuls des énoncés réfutables peuvent être qualifiés de scientifiques. Il y a plusieurs problèmes à faire de la seule réfutabilité le critère exclusif de la connaissance scientifique. D'abord, il existe des connaissances scientifiques pour lesquelles la réfutabilité n'a aucun sens. Ce sont les descriptions directes des faits, comme par exemple la botanique. Ensuite, parce que toutes les croyances réfutables qui ont été réfutées, telles que l'astrologie et le créationnisme, devraient toujours être considérées comme des connaissances scientifiques, si on s'en tenait à ce seul critère. Et enfin, et surtout, parce que les théories scientifiques les plus générales ne sont pas réfutables sans autre considération. Il faut leur ajouter des hypothèses complémentaires ou subsidiaires, ou former des théories plus spécifiques qui spécialisent les théories générales, afin de pouvoir évaluer leur réfutabilité. Sixièmement, le méthodisme soutient que la seule condition requise pour faire de la science, c'est adopter la méthode scientifique. Mais si l'application de la méthode scientifique suffisait effectivement à faire de la recherche scientifique, alors rien n'empêcherait qu'une enquête sur les capacités mentales des quarks, sur la capture des fantômes avec des fusils électromagnétiques, ou sur l'aptitude à prédire le futur après l'ingestion de sécrétions de gigantesques lombriques, engendre un champ de recherche scientifique pérenne. Septièmement, le sociologisme prétend simplement que la science est ce que font les scientifiques. Alors, outre qu'elle ne nous mène pas très loin, cette affirmation est également erronée, car les scientifiques accomplissent aussi des tâches non scientifiques dans leur travail, telles que la recherche de financement ou la vulgarisation de leur savoir. Et ils ont aussi le droit d'avoir des opinions, d'adhérer à des idéologies, et parfois même, ils se laissent entraîner dans la pseudoscience. Aucune des 7 tentatives précédentes de caractérisation de la science ne parvient donc à capturer ce qu'elle est, tout ce qu'elle est, et seulement ce qu'elle est. Pour tenter de faire mieux, nous allons maintenant mettre à profit le champ épistémique, ou plutôt le champ de recherche, qui est le cadre conceptuel proposé par Mario Bunge pour représenter les entreprises collectives de production de connaissances basées sur l'enquête, et que nous avons détaillé dans l'épisode précédent. La science est une famille de champs de recherche particuliers qu'on appellera des champs de recherche scientifiques. Et le processus collectif d'enquête particulier qui se déroule dans ce type de champ sera appelé recherche scientifique. Il existe 2 variantes de champs de recherche scientifiques, les champs de recherche scientifiques fondamentales et le champ de recherche scientifique appliqué. Et je préciserai le sens de cette distinction dans un prochain épisode. On peut diviser à leur tour chacune de ces 2 familles en 2 sous-familles, les champs de recherche scientifiques factuels, qui produisent des connaissances factuelles, et les champs de recherche scientifiques formels, qui produisent des connaissances formelles. Dans cet épisode, on se contentera d'examiner les caractéristiques d'un champ de recherche scientifique fondamental et factuel. Ce n'est déjà pas si mal. Je te rappelle rapidement quelles sont ses composantes. Il y a la communauté C, la société qui la contient S, le domaine d'étude D, le socle philosophique SPhi, le socle formel SF, le socle de connaissances externes SK, le fond de connaissances K, la problématique P, les objectifs O et les méthodes M. La communauté d'un champ de recherche scientifique, qu'on appellera la communauté de recherche scientifique ou communauté scientifique, présente les mêmes caractéristiques générales que celles de tout autre champ de recherche. On peut cependant noter que les relations d'échange d'informations entre les membres d'une communauté scientifique sont particulièrement nombreuses, fréquentes et profondes. Elles se concrétisent par les normes mécaniques internationales de production de la littérature scientifique, par l'organisation de nombreux colloques, conférences et autres ateliers. Par le biais de ces relations d'échange d'informations,
particulièrement nombreuses, fréquentes et profondes, chaque communauté scientifique forme donc un système éminemment cohésif. Même en l'absence d'une communauté scientifique locale, le chercheur scientifique fera partie d'une communauté scientifique régionale, d'une communauté nationale et d'une communauté internationale. L'imagerie populaire du savant solitaire, fou, génial ou les deux, n'est qu'un mythe. La société qui accueille une communauté de recherche scientifique présente les mêmes caractéristiques générales que celles de tout autre champ de recherche. On observe deux types classiques de sociétés qui entravent le développement des champs de recherche scientifiques. D'une part, les sociétés dont les fondations culturelles et politiques s'appuient sur la croyance, telles que les théocraties et les régimes politiques totalitaires, qui découragent généralement la recherche scientifique ou l'encadrent si strictement qu'elles la rendent stérile. Et d'autre part, les sociétés dont le système économique est trop peu performant et qui n'ont pas les ressources nécessaires pour encourager la recherche scientifique. Tout au plus, ces sociétés peuvent-elles soutenir de petites communautés proto-scientifiques. Examinons maintenant le domaine d'étude d'un champ de recherche scientifique. Il est composé exclusivement d'entités réelles, et non, par exemple, d'entités fantomatiques ou d'idées flottant au-dessus du monde. Ces entités sont attestées ou putatives, passées, présentes ou futures. Ce domaine d'étude peut contenir des entités dont l'existence réelle est questionnée, mais ce questionnement est obligatoirement une enquête scientifique, et donc les spéculations à propos de ces entités doivent être des hypothèses testables et doivent finir par donner un résultat. Lorsque la science est parvenue à un résultat de non-réalité à propos d'un certain type d'objet, celui-ci sort de son domaine d'étude. Les résultats de la science étant toujours temporaires, cette exclusion n'est pas définitive au sens formel du terme, mais comme la science est l'autorité sur la connaissance factuelle, les arguments en faveur de cette exclusion sont les plus solides possibles à un instant donné. Intéressons-nous maintenant au socle philosophique d'un champ de recherche scientifique. On l'a déjà vu dans l'épisode précédent à propos des champs de recherche, le socle philosophique est souvent implicite et il en est de même pour les champs de recherche scientifiques. Pire, lorsqu'il est explicite, il est souvent sous-estimé. Pourtant, ce socle est particulièrement sophistiqué. Le voici. L'ontologie des champs de recherche scientifiques est une ontologie réaliste, matérialiste, systématiste, émergentiste, dynamiciste, nomologique et déterministe au sens faible du terme. Alors voyons d'un peu plus près tout ce que ces adjectifs signifient. L'ontologie est réaliste car elle affirme qu'il existe une réalité extérieure au sujet qui la pense. Dans le cas contraire, la recherche scientifique factuelle ne fonctionnerait pas pour découvrir l'inconnu au-delà de soi, et seule une sorte d'introspection ou un recours exclusif aux mathématiques pures aurait une chance de fonctionner. L'ontologie est matérialiste, car elle affirme que la réalité est entièrement et seulement peuplée de choses matérielles. En effet, s'il existait des objets réels autres que les choses matérielles, il serait impossible d'agir sur eux à l'aide d'autres choses matérielles, et l'expérience ou l'observation serait impossible. On peut exprimer la même idée dans les termes du naturalisme. Rien n'existe hors de la nature, le surnaturel, le supranaturel ou l'infranaturel n'existent pas. Cette ontologie est également systématiste, car elle affirme que toutes les choses sont regroupées en systèmes. Toute chose est en effet soit un système, soit le composant d'un système. Elle est également émergentiste, car elle affirme que certaines choses complexes émergent d'autres choses plus simples, comme la vie qui émerge de certains systèmes de biomolécules, ou la conscience qui émerge de certains systèmes de neurones. Cette émergence n'est pas irrationnelle, elle est à la fois explicable et prédictible. Ce qui ne veut pas dire que tous ces mécanismes soient aujourd'hui expliqués. Cette ontologie est également dynamiciste, car elle affirme que les choses qui constituent la réalité sont changeantes, que rien n'est éternel ou immuable. En effet, même les particules élémentaires supposées stables peuvent être absorbées par d'autres systèmes ou fusionnées avec leurs antiparticules. Aucune chose n'est entièrement isolée des autres et aucune chose n'est totalement liée à une autre. Les systèmes apparaissent ou disparaissent donc en permanence sous l'effet des actions des choses les unes sur les autres. Cette ontologie est également nomologique, ce qui signifie que les changements dans les choses obéissent à des lois, qu'on peut appeler les lois de la nature, c'est-à-dire que le chaos, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire d'absence de loi, n'existe pas.
S'il n'y avait pas de loi à découvrir et à utiliser, il serait impossible d'expliquer, de prévoir et de faire. En particulier, la méthode expérimentale ne fonctionnerait pas. Et comme le surnaturel n'existe pas, rien ne peut violer ces lois naturelles. Enfin, cette ontologie est également déterministe, au sens faible du terme, car ces lois peuvent être soit causales, soit stochastiques, c'est-à-dire basées sur le hasard, ou même une combinaison des deux. Voilà quelles sont les propriétés indispensables des ontologies scientifiques. En particulier, donc, toutes les ontologies d'entités immatérielles ou de choses immuables sont exclues par la science fondamentale factuelle. Tournons-nous maintenant vers l'épistémologie d'un champ de recherche fondamental. Celle-ci est une épistémologie réaliste, naturaliste, évolutionniste, sociale, historiciste, ratio-empiriste, constructionniste, conventionnaliste, représentationniste, justificationniste, faillibiliste, mélioriste, scientiste et systématiste. Alors là aussi, regardons ce que signifie ce florilège conséquent d'adjectifs. L'épistémologie est réaliste, car elle affirme que la réalité existe objectivement, c'est-à-dire indépendamment du sujet qui l'observe, et que cette réalité est connaissable, c'est-à-dire intelligible par l'esprit humain. Elle est également naturaliste, car elle affirme que ce qui permet de connaître cette réalité sont exclusivement les processus cérébraux, et qu'il n'existe pas de mode de connaissance surnaturel ou paranormal. Elle est aussi évolutionniste, car elle admet que ces processus cérébraux peuvent évoluer. Cette épistémologie est également sociale, car la recherche scientifique est le fait d'une communauté d'individus qui échangent fréquemment et en profondeur, comme on l'a vu, et c'est-à-dire d'un ensemble de processus cérébraux qui se déroulent dans des cerveaux différents et qui interagissent par le biais de processus de communication et apprennent les uns des autres. Elle est également historiciste, car elle reconnaît que tout champ de recherche scientifique naît de connaissances préexistantes qu'elle élargit et corrige. Cette épistémologie est également rationaliste et empiriste, ou encore ratio-empiriste, car elle suppose que les processus cognitifs de l'enquête s'appuient à la fois sur le rationalisme, ce qui inclut l'analyse conceptuelle, la théorisation, la preuve logique, et aussi la discussion théorique avec d'autres individus, et elle s'appuie sur l'empirisme, ce qui inclut l'observation, la mesure, l'expérimentation et la pratique. Donc cette fusion du rationalisme et de l'empirisme reconnaît que ni la raison à elle seule, ni l'expérience à elle seule ne permettent de connaître le monde. Cette épistémologie est également constructionniste, car elle admet que les concepts que nous formons, même ceux qui représentent des choses réelles, sont notre propre création et n'existent pas en dehors de nous. Elle est aussi modérément conventionnaliste, car elle admet que certains concepts qui apparaissent dans nos théories de choses réelles sont simplement des conventions, mais pas tous, loin de là. Alors une convention, c'est simplement un choix qui nous arrange, comme un choix d'unité, par exemple, ou même poser C égale 1 en relativité restreinte. Mais contrairement à ce que certains pensent, l'ensemble des concepts de la recherche fondamentale est loin d'être constitué seulement de ce type de convention. Elle est justificationniste, car elle impose que toute proposition soit justifiée, soit par la raison, soit par l'expérience, ou par les deux. Elle est représentationniste, car elle admet que la recherche scientifique ne produit que des représentations symboliques du monde. Elle est également faillibiliste, car elle reconnaît aussi que chaque connaissance factuelle, qu'il s'agisse d'une donnée ou d'une hypothèse, est faillible et que les représentations de la réalité produite par la science ne sont donc qu'approximativement vraies. Elle est aussi mélioriste, parce qu'elle soutient que chaque connaissance scientifique factuelle peut être améliorée par le déroulement de la recherche scientifique. Elle est également scientiste, car elle considère que les connaissances scientifiques factuelles sont les plus vraies possibles à un instant donné, et qu'elles constituent donc le meilleur socle possible pour connaître, contrôler et enrichir efficacement la réalité. Et par enrichir la réalité, j'entends fabriquer des artefacts. Enfin, l'épistémologie d'un champ de recherche scientifique est systématiste, parce que l'ensemble des connaissances scientifiques qu'elle produit forme un système qui est particulièrement cohésif.
J'imagine que ton ami ou ta compagne philosophe a dû s'étrangler à un moment ou un autre des descriptions précédentes. Je t'engage à écouter avec lui ou elle l'épisode à venir qui sera consacré à ce sujet. En attendant, je laisse à Mario Bunge le dernier mot. Voici un extrait du tome 6 de son traité de philosophie fondamentale que je recommande vivement aux homo sapiens anglophones qui veulent en savoir plus. Les cas de Newton, qui était un croyant religieux, de Mach, qui avait une ontologie et une épistémologie sensualiste, et de Poincaré, qui défendait une épistémologie conventionnaliste, sont souvent cités comme des contre-exemples de cette philosophie des sciences. On peut rétorquer qu'en faisant de la science et non de la philosophie, Newton, Mach et Poincaré étaient infidèles à leur propre philosophie. Ainsi, on ne trouve aucune mention de Dieu dans les équations du mouvement de Newton. Mach pensait vraisemblablement que ses instruments ne disparaissaient pas lorsqu'il quittait son laboratoire pour réapparaître à chaque fois qu'il y retournait. Et Poincaré admettait que les équations de Maxwell étaient de véritables énoncés de loi et non de simples conventions. Il n'y a pas de science sans une ontologie et une épistémologie d'un certain type. Et ce type, Homo sapiens, c'est celui que je viens de te donner. La composante éthique du socle philosophique d'un champ de recherche scientifique est tout aussi importante pour séparer la science des autres champs épistémiques. Et elle est tout aussi sophistiquée que son ontologie et son épistémologie. L'éthique d'un champ de recherche scientifique est nécessairement une éthique de la recherche libre et désintéressée de la vérité, de la profondeur et de la systématicité, et non, par exemple, une éthique de la recherche du profit, du pouvoir ou du consensus. Cette éthique se concrétise par un code de conduite qui prescrit les 8 attitudes suivantes. L'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire la bonne foi, la transparence et l'objectivité. L'intégrité, c'est-à-dire l'interdiction de truquer, de déformer ou de sélectionner ses résultats, pour quelque raison que ce soit, ainsi que l'obligation de créditer le ou les créateurs d'une nouvelle idée, et l'interdiction du plagiat, c'est-à-dire le fait de s'attribuer la paternité d'une idée qu'on n'a pas eue. L'humilité épistémique, c'est-à-dire l'humilité face aux problèmes et aux connaissances, ou encore la capacité à admettre à la fois l'ignorance et l'erreur. Cela signifie également la capacité à remettre en cause ses propres croyances ou ses propres valeurs, si celles-ci en viennent à entrer en opposition avec des résultats attestés par la science. Il faut noter que cette humilité n'a rien à voir avec l'humilité du caractère, et un chercheur scientifique peut avoir une ambition personnelle et même une attitude arrogante. Si, je vous assure. Le désintéressement, c'est-à-dire le refus de toute autre motivation que la recherche de la vérité, comme peuvent l'être le service d'une idéologie ou d'un pouvoir politique, ou encore la poursuite d'un profit pécunier. Un scepticisme modéré et organisé, c'est-à-dire la capacité de douter raisonnablement, et aussi la capacité d'être convaincu raisonnablement, et non pas un scepticisme radical et de principe. L'universalisme, c'est-à-dire le refus du relativisme et du constructivisme. Tout énoncé scientifique n'est pas évalué en fonction du contexte culturel dans lequel il a été produit, mais seulement en fonction de son contenu. De plus, tout énoncé scientifique s'adresse à toutes les nations et à toutes les cultures. L'impersonnalité, c'est-à-dire le refus des arguments d'autorité. Tout énoncé scientifique n'est jamais évalué en fonction de l'identité de celui qui l'a produit, mais seulement en fonction de son contenu. De plus, tout énoncé scientifique s'adresse à tout individu. Enfin, la communauté de la propriété intellectuelle. Tout énoncé scientifique produit par un membre d'une communauté scientifique appartient automatiquement à tous les membres de la communauté, et cela n'est bien sûr pas incompatible avec l'intégrité qui fait obligation de créditer l'auteur originel de sa production. Voilà ce qu'est l'éthique générale de la science. Cette éthique est largement intégrée dans les méthodes de tous les champs de recherche scientifique, et c'est pourquoi elle n'est pas facile à observer dans la pratique quotidienne de la science. En revanche, elle éclate au grand jour chaque fois qu'un scientifique viole l'une ou l'autre de ses prescriptions, ce qui se produit épisodiquement. Bien sûr, il existe d'autres prescriptions éthiques qui sont spécifiques à certains champs de recherche scientifique, comme l'interdiction ou le contrôle strict de l'expérimentation animale. Concluons sur le socle philosophique de la science. Ce socle est exactement cela, un socle philosophique, c'est-à-dire que l'ontologie, l'épistémologie et l'éthique de la science ne sont pas en elles-mêmes des connaissances scientifiques produites par la science,
mais plutôt des connaissances philosophiques progressivement choisies par la science, non seulement parce qu'elles étaient compatibles avec elle, mais surtout parce qu'elles se sont avérées extrêmement fructueuses pour le fonctionnement de la science. Sans l'ontologie, l'épistémologie et l'éthique de la science, les antibiotiques, les satellites ou les smartphones n'existeraient probablement pas. Ce choix philosophique n'est donc pas une simple croyance, c'est une croyance justifiée. Il faut aussi noter que, réciproquement, la science a grandement contribué à l'évolution de la philosophie. Il existe donc entre ces deux domaines du savoir une sorte de contrat d'assistance mutuelle au long cours. Nous en arrivons maintenant au socle formel d'un champ de recherche scientifique. Il s'agit nécessairement d'une collection non vide de théories logiques et mathématiques en vigueur, plutôt qu'une collection vide ou peuplée de théories formelles obsolètes ou incomplètes. La formalisation, c'est le plus haut degré d'exactitude que l'on peut atteindre dans la façon d'exprimer une connaissance. Ou dit autrement, c'est le plus bas niveau d'ambiguïté. Au fur et à mesure de sa maturation, toute science tend donc à se formaliser. Le socle formel d'une science est un indicateur de son degré de développement, bien qu'il ne soit pas le seul, comme on le sait déjà, et qu'il soit incertain. Alors attention, il ne faut pas confondre formalisation et scientificité. Il est tout à fait possible de concevoir des énoncés formels qui ne soient pas du tout scientifiques, car non prouvables ou non testables, ou même attestés comme faux. Enfin, il ne faut pas non plus croire que les mathématiques utilisées par les sciences factuelles constituent un ensemble figé. Même si de nombreux titres de livres universitaires le laissent penser, comme les mathématiques pour le physicien, ou les mathématiques pour le biologiste, ou encore les mathématiques pour le sociologue, ce n'est pas le cas. La physique a exploré et souvent utilisé presque toutes les mathématiques, et il n'y a aucune raison d'interdire cette possibilité aux autres sciences. C'est donc un choix assez peu judicieux d'enseigner aux étudiants en sciences factuelles seulement les théories mathématiques qui ont été utilisées dans le passé. Tournons-nous maintenant vers le socle de connaissances externes. Toute science présuppose certaines autres sciences. Ainsi, la biologie présuppose la chimie, qui emprunte à son tour à la physique, qui utilise les mathématiques, une science formelle, qui elle-même se fonde sur la logique, une autre science formelle. Alors, aucune science n'emprunte toutes les connaissances des sciences qu'elle présuppose, mais une science qui a peu de dettes est soit très fondamentale, soit très archaïque. Le socle de connaissances externes d'un champ de recherche scientifique est donc nécessairement une collection non vide de connaissances obtenues dans d'autres champs de recherche scientifiques. Nous verrons dans peu de temps qu'il s'agit seulement d'hypothèses, de données et de théories en vigueur, c'est-à-dire raisonnablement bien confirmées, mais corrigibles, et par ailleurs testables, ainsi que de méthodes de recherche scientifique qui ont fait la preuve de leur efficacité. Le socle externe d'une science est donc un autre indicateur de son degré de développement, car il représente le degré d'intégration du champ de recherche scientifique avec les autres champs de la même famille. Rappelons que les connaissances du socle externe ont une importance d'un point de vue méthodologique et pratique, car celles-ci peuvent faire peser la charge de certaines preuves sur une communauté de recherche qui est différente. Enfin, le socle externe est aussi un indicateur du niveau ontique que le champ de recherche scientifique occupe. Alors nous parlerons du niveau ontique d'une science dans le décidément très attendu épisode sur le socle philosophique, mais pour l'instant je peux te dire ceci, ce qui ressort de l'observation de l'ensemble des champs de recherche scientifique, c'est-à-dire du super système de production de connaissances scientifiques, c'est que la réalité est organisée en 5 niveaux. Le niveau physique, le niveau chimique, le niveau biochimique, le niveau psychique et le niveau social, auquel on peut ajouter un 6e niveau si on accepte d'y inclure le niveau technologique. Ton ami ou ta compagne philosophe, ou l'inverse, a dû froncer les sourcils et te chuchoter le mot réductionnisme à l'oreille. Fais-lui un beau sourire et retiens bien ce mot, Homo sapiens, car nous en reparlerons. Un dernier point sur l'adjectif ontique. Des philosophes bien plus intelligents que moi ont fait une subtile différence entre ce qui est ontique et ce qui est ontologique. Je n'ai jamais pu comprendre le sens de cette distinction, s'il y en a un, et je m'en tiens donc pour l'instant à ma première maîtresse, qui est l'étymologie. J'utilise ontologique pour signifier ce qui a rapport à l'ontologie, et ontique pour signifier ce qui a rapport à l'existence. Je te laisse, Homo sapiens, en exercice, le soin de trouver la différence que je fais entre épistémologique et épistémique.
N'hésite pas à indiquer ta réponse dans les commentaires. Le premier gagnant aura droit à une petite récompense sous la forme d'une citation dans un prochain épisode. Le fond de connaissance d'un champ de recherche scientifique est lui aussi nécessairement non vide. C'est une collection de données, d'hypothèses et de théories en vigueur, c'est-à-dire raisonnablement bien confirmées mais corrigibles, et testables, ainsi qu'une collection de méthodes de recherche raisonnablement efficaces, et qui sont compatibles à la fois théoriquement et empiriquement avec toutes les connaissances du socle externe. Donc ce fond de connaissances ne peut pas être vide, car la formulation même d'un problème de recherche scientifique exige des connaissances scientifiques. Même une science naissante possède un certain fond de connaissances qu'elle a soit emprunté au savoir ordinaire ou artisanal, soit hérité d'une science mère. Tournons-nous maintenant vers la problématique d'un champ de recherche scientifique. Alors elle consiste exclusivement en des problèmes cognitifs concernant la nature des objets du domaine d'étude et en particulier leurs lois, ce qui exclut par exemple donc les questions de valeur. Et d'autre part, tout problème résolu par la recherche scientifique donne naissance à de nouveaux problèmes. Autrement dit, toute réponse scientifique apportée à une question scientifique pose au moins une nouvelle question scientifique. Alors bien sûr, comme tout champ de recherche général, la problématique contient des questions sur toutes les composantes conceptuelles du champ de recherche scientifique. La problématique d'une science peut être aussi vaste que le souhaitent les chercheurs qui y travaillent. Voici quelques exemples de problèmes scientifiques. Des questions de domaine comme sur quoi portent la relativité restreinte et la mécanique quantique? Est-ce les entités physiques ou les opérations de mesure? Ou encore sur quoi porte la sociologie? Est-ce les individus ou les systèmes sociaux? Des questions sur le socle philosophique, telles que l'énergie existe-t-elle vraiment en soi? Ou bien est-ce une propriété des choses qui n'existe pas indépendamment d'elles? Ou bien est-ce encore simplement une fiction utile? Une méthode générale pour créer de nouvelles théories est-elle concevable? Ou encore des questions d'éthique spécifiques, comme par exemple en biologie, la vivisection est-elle moralement acceptable? Des questions sur le socle formel, comme que perdons-nous en choisissant d'abandonner le principe du tiers exclu? Ou cette équation a-t-elle des solutions continues dans tel ou tel intervalle? Ou encore, quel est le sens physique de la solution imaginaire de cette équation? Des questions sur le socle de connaissances externes. Les chimistes, par exemple, peuvent se demander si la thermodynamique utilisée par la chimie est suffisamment complète pour faire de la chimie. Les éthologues ou les psychologues évolutionnaires peuvent s'interroger sur la sélection de parentèle de la biologie et sa capacité à décrire certains comportements. Des questions sur la problématique elle-même, comme ce problème est-il bien conçu ou ce problème mérite-t-il qu'on fasse l'effort de l'étudier. Des questions sur le fond de connaissances, qui sont donc spécifiques à chaque champ de recherche scientifique. Alors par exemple en astrophysique, est-ce que tous les décalages vers le rouge des objets extragalactiques doivent être interprétés comme des indicateurs de l'expansion de l'univers ou pas? Ou en biologie évolutive, est-ce que toutes les mutations ont une conséquence ou une autre sur l'organisme, ou certaines sont-elles entièrement neutres? Les questions sur les objectifs qui sont aussi importantes, comme l'objectif de la psychologie est-il d'expliquer le fonctionnement mental en termes neurophysiologiques? Ou l'objectif des sciences sociales est-il de rechercher des lois sociétales? Ou encore, l'objectif de la sociologie est-il de comprendre ou d'améliorer les sociétés humaines? Enfin, les questions sur les méthodes sont aussi très importantes. Des questions aussi simples mais importantes que cette méthode est-elle fiable? Ou encore, comment pourrions-nous nous y prendre pour mesurer cette propriété de ce genre d'objet d'étude? Examinons maintenant les objectifs. Le but ultime de la science fondamentale, c'est la recherche de la meilleure vérité possible. En accord avec sa problématique, ce but se concrétise par la production de connaissances authentiques, et seulement cela. L'objectif général d'une communauté de recherche scientifique est donc uniquement la découverte et l'utilisation des lois qui gouvernent les objets de son domaine d'étude. Cet objectif général inclut obligatoirement la systémisation des hypothèses faites sur ces objets, c'est-à-dire la construction de théories à leur propos, car il n'y a pas de science sans théorie, et le raffinement continuel des méthodes conceptuelles et empiriques utilisées, car il n'y a pas de science sans méthode. Je te rappelle, Homo sapiens, qu'une loi est une régularité de portée générale, stable et objective.
La compréhension du monde ne peut être obtenue qu'à travers l'identification et la compréhension de ces lois. Sans loi, il n'y a pas de science factuelle, tout au plus une protoscience. Je laisse à Mario Bunge le soin de préciser cette idée avec cet extrait du volume 6 de son traité de philosophie fondamentale. Ainsi, une étude académique sur le concept de vache dans le Rig Veda ou sur la nature des anges dans l'Ancien Testament ne peut être qualifiée de scientifique, d'une part parce qu'elle ne cherche pas à découvrir de nouvelles lois, et d'autre part parce qu'elle ne fait pas appel à des lois déjà connues. En général, l'analyse de texte ne peut être qualifiée de scientifique, même si elle utilise des moyens scientifiques tels que l'analyse chimique ou les rayons X, car son but n'est pas celui de la science. Il en va de même pour l'histoire de l'art, l'histoire intellectuelle et d'autres champs de recherche, qui ne sont donc pas des champs de recherche scientifiques. Il est temps d'aborder la 10e et dernière composante d'un champ de recherche scientifique, ses méthodes. Les méthodes d'un champ de recherche scientifique consistent exclusivement en des procédures examinables, c'est-à-dire vérifiables, analysables et critiquables, et justifiables, c'est-à-dire explicables. Il s'agit en premier lieu de la méthode scientifique générale, et en second lieu d'une myriade de méthodes spécifiques qui sont toutes compatibles avec elle. Une procédure, une technique ou une méthode particulière est compatible avec la méthode scientifique générale si et seulement si elle est d'une part intersubjective, c'est-à-dire qu'elle donne à peu près les mêmes résultats pour tous les utilisateurs compétents, d'autre part qu'elle peut être vérifiée ou contrôlée par des méthodes alternatives, et enfin, il existe des hypothèses ou des théories bien confirmées qui permettent d'expliquer, au moins dans les grandes lignes, son fonctionnement. Une méthode scientifique n'est jamais obscure ou magique. Une méthode qui échouerait à remplir une ou deux de ces conditions peut être qualifiée de semi-scientifique, et celle qui n'en remplit aucune sera qualifiée de non-scientifique. Alors, quelques remarques importantes. Premièrement, certains philosophes et certains scientifiques nient qu'une méthode scientifique générale puisse exister. Nous en reparlerons dans l'épisode dédié, mais en attendant, voici les étapes de la méthode scientifique générale proposée par Mario Bunge dans le volume 5 de son traité de philosophie fondamentale, que je résume ici succinctement. Premièrement, identifier un problème, c'est-à-dire une lacune ou une faiblesse dans un fond de connaissances scientifiques existant. Ce problème peut être théorique ou empirique. Deuxièmement, énoncer le problème le plus clairement possible, c'est-à-dire en termes mathématiques ou en termes d'opérations de mesure, selon que le problème soit théorique ou empirique. Troisièmement, rechercher toutes les informations, les méthodes ou les instruments susceptibles d'être pertinents pour aider à résoudre le problème. Alors par exemple, des données empiriques, des théories, des méthodes de mesure, des méthodes de calcul, des instruments de mesure, etc. C'est ce qu'on appelle faire l'état de l'art. Quatrièmement, essayer de résoudre le problème à l'aide des moyens recueillis à l'étape précédente. Si cette tentative échoue, passez à l'étape suivante, la numéro 5, sinon passez à celle d'après, la numéro 6. Cinquièmement, inventer de nouvelles idées, c'est-à-dire construire de nouvelles hypothèses, de nouvelles théories ou de nouvelles méthodes spécifiques, produire de nouvelles données empiriques ou concevoir de nouveaux artefacts susceptibles d'aider à résoudre le problème. Sixièmement, bâtir une solution candidate, qu'elle soit exacte ou approximative, pour le problème, à l'aide des moyens conceptuels ou matériels disponibles, c'est-à-dire ceux de l'état de l'art, complétés par les idées nouvellement créées. Septièmement, déterminer les conséquences de la solution obtenue. Si la solution candidate est une hypothèse ou une théorie, il s'agit de calculer ses prédictions, et si la solution candidate est de nouvelles données, il s'agit d'examiner l'implication de ces données sur les idées existantes. Huitièmement, vérifier cette solution. Si la solution candidate est une hypothèse ou une théorie, voyez comment ces prédictions se comportent en les confrontant aux faits. S'il s'agit de nouvelles données, essayez de les reproduire par d'autres moyens. Si le résultat est insatisfaisant, passez à l'étape suivante, numéro 9, sinon à celle d'après, numéro 10. Neuvièmement, corrigez la solution défectueuse en reprenant toute la procédure ou en utilisant d'autres hypothèses ou d'autres méthodes. Enfin, dixièmement, examinez l'impact de la solution retenue sur l'ensemble des connaissances antérieures et déterminer
les nouveaux problèmes qu'elle soulève. Cette méthode scientifique générale est valable pour tous les problèmes théoriques et empiriques, et aussi pour les problèmes technologiques, mais on n'a pas encore caractérisé ce qu'était la technologie, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. J'ajouterai à cette méthode générale le principe de parcimonie modérée, ou rasoir d'Occam, qui stipule qu'entre deux explications possibles d'un même fait, la plus acceptable est celle qui implique le moins de concepts, d'hypothèses ou de causes supposées. Ce principe a l'avantage de décourager l'invention de fictions inutiles, mais il n'empêche pas l'invention des fictions utiles, à l'inverse du principe de parcimonie stricte, qui lui relève du simplisme pur et simple. Par exemple, entre deux arbres montrant les relations évolutives entre différentes espèces, ces deux arbres étant compatibles avec toutes les observations connues, on préférera celui qui contient le moins de changements évolutifs. Deuxième remarque, à propos des méthodes spécifiques de la science. Une collection de méthodes spécifiques, qu'il s'agisse de produire de haute pression ou un vide poussé, ou encore de mesurer le renforcement sur l'apprentissage de la sociologie, ne constitue pas une science. Les méthodes sont des moyens et non pas des fins, et elles ne peuvent être appliquées ou évaluées en dehors d'une problématique ou d'un objectif. Se contenter d'exploiter une méthode donnée pour obtenir ou traiter des données sans objectif scientifique, ce n'est pas faire de la science. Nous avons terminé l'examen des 10 composantes d'un champ de recherche scientifique. Il nous reste à regarder ses propriétés. Elles sont au nombre de 2. La première est la propriété de contiguïté scientifique, et c'est bien sûr la propriété de contiguïté qu'on a déjà vue pour les champs de recherche, mais restreinte au seul champ de recherche scientifique. Je te la rappelle in extenso Homo sapiens car son importance est cruciale. Appelons S un champ de recherche scientifique. Alors, il existe obligatoirement un autre champ de recherche scientifique S' en relation avec S, et cette relation peut prendre l'une, l'autre, ou les deux formes suivantes. La première forme dit que chaque composante conceptuelle de S a une intersection non nulle avec celle de S', sauf la problématique et le domaine d'étude. C'est-à-dire que S' partage avec S une partie de son socle philosophique, de son socle formel, de son socle externe, de son fond de connaissances, de ses objectifs et de ses méthodes. La seconde forme concerne, elle, le domaine d'étude. Elle dit ceci. Ou bien le domaine d'étude de S est inclus dans celui de S', ou l'inverse, c'est-à-dire que S et S' étudient en partie les mêmes objets, ou bien les objets étudiés par un champ sont des composants des objets étudiés par l'autre, qui sont alors des systèmes. Par exemple, la chimie moléculaire est contiguë à la physique atomique parce que les objets de la physique atomique, qui sont des atomes, sont des composants des molécules, qui sont des systèmes d'atomes, étudiés par la chimie moléculaire. On en déduit que l'ensemble des champs de recherche scientifiques forment un supersystème éminemment cohésif de production de connaissances scientifiques. La seconde propriété est la propriété d'évolution scientifique. C'est, comme tu l'as deviné, la restriction à un champ de recherche scientifique de la propriété correspondante pour un champ de recherche. Chacune des 8 composantes conceptuelles d'un champ de recherche scientifique évolue, même si c'est parfois lentement, sous l'effet de la seule recherche scientifique dans le domaine en question et dans les domaines de recherche scientifique avec lequel il est contigu. Récapitulons les critères qui caractérisent une science fondamentale. Critère numéro 1, les relations d'échange d'informations entre les membres d'une communauté scientifique sont particulièrement nombreuses, fréquentes et profondes. Critère numéro 2, son domaine d'étude est composé exclusivement d'entités réelles, attestées ou putatives, passées, présentes ou futures. Critère numéro 3, son ontologie est une ontologie réaliste, matérialiste, systématiste, émergentiste, dynamiciste, nomologique et déterministe au sens faible, et elle exclut notamment les ontologies de choses immuables ou d'entités immatérielles. Critère numéro 4, son épistémologie est une épistémologie réaliste, naturaliste, évolutionniste, sociale, historiciste, ratio-empiriste, constructionniste, conventionnaliste, représentationniste, justificationniste, faillibiliste, mélioriste, scientiste et systématiste. Critère numéro 5, son éthique de la connaissance est une éthique de la recherche libre et désintéressée de la vérité, de la profondeur et de la systématicité,
et non par exemple une éthique de la recherche du profit, du pouvoir ou du consensus, et elle s'incarne dans les 8 attitudes suivantes: l'honnêteté intellectuelle, l'intégrité, l'humilité épistémique, le désintéressement, un scepticisme modéré et organisé, l'universalisme, l'impersonnalité et la communauté de la propriété intellectuelle. Critère numéro 6, son socle formel est une collection nécessairement non vide de théories logiques et mathématiques en vigueur, et la taille de cette collection est un indicateur du degré de développement du champ de recherche scientifique. Critère numéro 7, son socle externe est une collection nécessairement non vide de connaissances issues d'un ou plusieurs autres champs de recherche scientifiques. Critère numéro 8, son fond de connaissances est une collection nécessairement non vide de données, d'hypothèses et de théories en vigueur et testables, ainsi que de méthodes de recherche ayant fait la preuve de leur efficacité, et qui sont toutes compatibles théoriquement et empiriquement avec les connaissances du socle externe. Critère numéro 9, la taille de son fond de connaissances augmente par accumulation de connaissances cohérentes entre elles. Critère numéro 10, sa problématique consiste en des problèmes exclusivement cognitifs sur la nature des objets du domaine d'étude, et en particulier ses lois, ce qui exclut notamment toute question de valeur. Critère numéro 11, sa problématique contient aussi des questions sur toutes les composantes conceptuelles du champ de recherche scientifique. Critère numéro 12, toute résolution d'un problème scientifique par la méthode scientifique crée au moins un nouveau problème scientifique. Critère numéro 13, son objectif est exclusivement la découverte et l'utilisation des lois qui gouvernent les objets du domaine d'étude. Critère numéro 14, cet objectif inclut nécessairement la systématisation des hypothèses faites sur les objets du domaine d'étude, c'est-à-dire la construction de théories à leur propos et le raffinement continuel des méthodes. Critère numéro 15, ces méthodes sont exclusivement des procédures examinables et justifiables. Critère numéro 16, ces méthodes incluent nécessairement et en premier lieu la méthode scientifique générale, composée des 10 activités suivantes: identification d'un problème, formulation du problème, recherche d'informations ou état de l'art, tentative de résolution du problème, invention de nouvelles idées, obtention d'une solution candidate, détermination des conséquences de cette solution candidate, vérification de la solution, correction éventuelle de cette solution, et enfin, examen de l'impact de cette solution sur les connaissances existantes et détermination des nouvelles questions qu'elle pose. Critère numéro 17, ces méthodes incluent des procédures spécifiques qui sont toutes compatibles avec la méthode scientifique générale précédente. Critère numéro 18, tout champ de recherche scientifique fondamentale est contigu avec au moins un autre champ de recherche scientifique fondamental, et souvent beaucoup plus. Enfin, critère numéro 19, son domaine d'étude, son socle philosophique, son socle formel, son socle externe, son fond de connaissances, sa problématique, ses objectifs et ses méthodes évoluent, même si c'est parfois lentement, à la suite exclusivement de la recherche scientifique fondamentale menée en son sein et dans les autres champs de recherche scientifique fondamentale avec lesquels il est contigu. Voilà qui termine notre caractérisation d'un champ de recherche scientifique fondamental. Ce que nous venons de faire, c'est d'identifier un ensemble de 19 critères généraux de scientificité. Alors bien sûr, en raison de la propriété d'évolution scientifique, ces critères peuvent être amenés à changer avec le temps, de sorte que ce qui est aujourd'hui considéré comme une science fondamentale pourrait être considéré demain comme quelque chose d'autre, par exemple comme une science appliquée ou même comme une pseudo-science. Cette objection est fondée et c'est bien sûr déjà arrivé. Mais cette mutabilité des critères de scientificité ne prouve pas qu'ils n'existent pas, ni qu'ils soient futiles. Pour produire, enseigner et promouvoir des connaissances scientifiques, et non quelque chose d'autre comme une idéologie ou comme la technologie, et pour protéger les connaissances scientifiques des charlatans qui veulent les contrefaire, nous avons besoin d'un ensemble défini de critères de scientificité qui nous permettent de caractériser les connaissances scientifiques. Et le fait que ces critères ne soient pas éternels n'est pas une raison suffisante pour s'abstenir de les utiliser. Voici pour terminer quelques définitions de ce qui n'est pas une science. On dira que tout champ de recherche qui ne satisfait pas à l'ensemble des 19 conditions ci-dessus sera considéré comme non scientifique.
Parmi les non-sciences, certains champs épistémiques ont un rapport plus ou moins lointain avec la science. Voici lesquels. Alors il y a les protosciences. Une protoscience, c'est un champ de recherche qui satisfait approximativement ces 19 critères. Et la différence donc entre science et protoscience est une question de maturité. C'est souvent un domaine nouveau qui vise la scientificité et qui en est à l'étape de ses premières observations et descriptions de faits, de la formulation de ses premiers problèmes et de la spéculation sur ses premières hypothèses. Et avec le temps, une protoscience peut se transformer en science ou au contraire être rejetée comme durablement non scientifique. Nous avons un concept très proche qui est celui de la quasi-science, qui est défini de la manière suivante. Un champ de recherche qui, d'une part, satisfait approximativement ces 19 critères, et qui est donc une protoscience, et qui, d'autre part, évolue manifestement vers la pleine conformité à toutes ces conditions, sera appelée une science émergente ou encore une quasi-science. La différence entre protoscience et quasi-science est donc une question de dynamique. Nous avons aussi les pseudosciences ou parasciences. Tout champ de connaissances non scientifique qui se présente comme un champ de recherche scientifique sera qualifié de pseudoscience, ou de science fallacieuse, ou encore de science bidon. La différence entre une science et une pseudoscience est donc une différence de nature, et la différence entre une protoscience et une pseudoscience est similaire à la différence qui existe entre l'erreur et la tromperie. Le terme de parascience, qui signifie à côté de la science, mais qui sous-entend juste à côté de la science, est parfois utilisé par les communautés pseudo-scientifiques pour qualifier leur champ de connaissances, et ce n'est qu'une facette supplémentaire de leur tromperie. Voici quelques exemples de ces catégories, et c'est le moment où je vais me faire de nombreux amis. Le parangon de la science factuelle est depuis le XVIe siècle la physique. Deux exemples de sciences en développement, donc de protosciences, ou pour les optimistes de quasi-science, sont la psychologie et la sociologie pour des raisons assez proches. L'objectif et le domaine d'étude de la sociologie, on l'a un peu abordé, ne font pas consensus au sein même de la communauté des sociologues, et de plus, des théories contradictoires coexistent dans son fond de connaissances. Du côté de la psychologie, la situation est assez proche, bien que l'évolution des dernières décennies plaide plutôt pour une élévation au rang de quasi-science. Cependant, la version dite radicale de la psychologie behavioriste, qui refuse toute enquête sur le fonctionnement du cerveau, a été une protoscience et le demeure. Alors de leur côté, les pseudosciences sont légion, elles sont presque aussi nombreuses que les véritables sciences. On a l'astrologie, le dessin intelligent, la cryptozoologie, la psychologie transpersonnelle, la psychanalyse, l'ufologie, la graphologie, la naturopathie et l'homéopathie sont toutes des pseudosciences. La parapsychologie a été une protoscience parce qu'elle a essayé d'appliquer la méthode scientifique aux phénomènes paranormaux, mais elle a échoué à devenir une science, et ce qu'il en reste est devenu une pseudoscience. Enfin, les champs de connaissances dits occultes, issus d'anciennes traditions préscientifiques, comme les diverses formes de magie ou de sorcellerie, ou encore les pratiques divinatoires, ne devraient pas être classés comme des champs pseudo-scientifiques, car, à l'exception peut-être de l'alchimie, ils n'essaient pas de se légitimer en prétendant être une science. Ce sont des champs de croyance, mais pas des pseudosciences. Enfin, la critique littéraire est un bon exemple de champ de recherche non scientifique. Récapitulons. Avec cet épisode, nous avons atteint une étape importante. Nous avons obtenu une caractérisation générale de la science fondamentale. C'est donc le moment de faire un point d'étape. Dans la suite de la série, j'approfondirai le questionnement à propos du socle philosophique de la science, de la méthode scientifique et de ses critères de scientificité. Nous nous intéresserons également de plus près aux théories et aux nombreuses relations qui peuvent exister entre elles, comme l'inclusion, l'équivalence, la spécialisation, le raffinement, ainsi que la fameuse réduction, sans oublier la rivalité. Enfin, nous élargirons à nouveau notre horizon et nous utiliserons une nouvelle fois le champ épistémique pour comprendre ce qu'est la science appliquée et la technologie et ce qui les distingue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Salut Homo sapiens, et que l'évolution te soit favorable.